Bienvenue dans le podcast Partage de coach. Je suis Charline, créatrice du mouvement Partage de coach et je suis ravie de vous accueillir ici. Partage de coach, c'est avant tout une communauté bienveillante, un espace où chacun peut révéler sa zone de génie, partager ses compétences et s'enrichir des expériences des autres. Ce mouvement est né d'une simple envie, permettre à des professionnels passionnés et talentueux de se faire connaître et d'échanger leur savoir et de créer ensemble quelque chose de plus grand. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin. Dans ce podcast, vous découvrirez des parcours inspirants, des histoires authentiques et des échanges riches avec des coachs et des professionnels qui partagent leur expertise et leur humanité. Mon intention est de vous offrir un moment de connexion, d'inspiration et peut-être de transformation. Et si ce podcast vous donne envie d'aller encore plus loin, sachez que nous avons une communauté où nous organisons des conférences chaque lundi gratuitement. Les coachs que vous entendez ici animent également des ateliers plus approfondis sur des sujets précis pour vous permettre de grandir et d'évoluer. Si vous souhaitez rejoindre cette belle aventure, je vous mets le lien juste en bas. Alors installez-vous immédiatement et ouvrez vos esprits. Laissez-vous porter par cette belle aventure collective. Bonne écoute. Bonjour Fred, comment ça va? Bonjour Charline, ça va et toi? Oui, ça va super. Bienvenue sur Partage de coach. Merci. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien, en forme, je suis content d'être là. Ok, super. Juste pour que les personnes puissent te connaître, est-ce que tu pourrais juste te présenter un petit peu en quelques mots pour qu'on te connaisse plus? En quelques mots, ça va être dur, ça va forcément prendre un petit peu de temps. Je Vas-y, vais essayer prends le d'être temps. rapide. Moi, je dis souvent que j'ai deux métiers. J'ai un métier où j'écoute beaucoup et j'ai un métier où je parle beaucoup. Le métier où j'écoute beaucoup, bah, tu le connais puisqu'on a suivi une formation en commun, c'est le métier de coach, où on passe du temps à écouter les gens et on parle finalement assez peu et on leur pose plutôt des questions pour eux y voir clair. Mais comme on n'a pas de conseils à donner, on n'a pas l'occasion de beaucoup parler. L'autre métier, celui où je parle beaucoup, je fais beaucoup d'accompagnement à la prise de parole et je fais beaucoup de formation. Et là, quand tu es dans un contexte de formation, forcément, il y a des apports pédagogiques, forcément, il y a des histoires à raconter, donc je parle beaucoup plus. En une phrase, comment est-ce que tu te décrirais? En une phrase, il y a quelques années de ça, je me suis rendu compte que j'étais coach, peut-être pas depuis que je suis né, mais depuis que je suis tout petit. J'ai juste appris à le faire professionnellement ensuite, mais la démarche de coach, ce côté de vouloir aider les gens. Alors, avant de savoir ce que c'était, forcément, je donnais beaucoup de conseils, mais cette envie d'aider, d'être au service d'eux, d'aussi loin que je m'en rappelle, je l'ai toujours fait. J'ai des souvenirs de au collège où je le faisais déjà avec les copains et les copines. Il y a des fois, je me dis, ah, quand j'étais ado, je regardais, tu sais, des séries à la télé, des choses comme ça, et il y avait souvent. Il y a plein de héros qui sont des gens solitaires, qui se baladent, qui arrivent dans une ville, qui résolvent une affaire, une histoire, un problème, et qui à la fin du film s'en vont un peu comme Lucky Luke, tu vois. Et, euh, et je sais pas pourquoi cette image-là m'a toujours marqué, et des fois je me vois un peu comme ça. Je vais me sentir bien quand je vais arriver dans un endroit où on a besoin de moi, et puis une fois que c'est réglé, ben, je peux aller ailleurs, voir s'il y a besoin de moi ailleurs. Ok, un peu le Lucky Luke du coaching. À part que on n'a pas la même façon de régler les problèmes, mais c'est un peu l'idée. Et justement, en lien avec tout ça, toi, c'est quoi ton parcours pour en arriver là où tu en es aujourd'hui? Je me rends compte, j'ai fait plusieurs métiers. J'ai commencé dans l'informatique. Et dans l'informatique, très vite, j'ai fait de la formation. Avant même que ce soit un métier, quand j'étais encore au lycée, j'animais un petit club informatique dans la commune où j'ai grandi pour les enfants. Donc j'apprenais à des enfants. Là, on est à la fin des années 80, tu vois, début des années 90. J'apprenais à des enfants à utiliser l'informatique. Mm. Donc, mes premières formations, entre guillemets, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à les faire. Et dans tous les domaines dans lesquels je suis passé, je me suis rendu compte qu'à un moment ou à un autre, je me suis retrouvé en position d'enseigner ce que d'autres m'avaient déjà transmis avant. Je me suis formé au premier secours, j'ai été secouriste à la Croix-Rouge et j'ai fini par passer le monitorat de secourisme pour enseigner les gestes de premier secours. Le club d'informatique, je t'en ai parlé. Quand j'ai bossé vraiment comme technicien informatique, très vite, je me suis retrouvé à faire de la formation aux utilisateurs et à animer des formations.
Quand j'en ai eu un peu marre de l'informatique et que j'ai commencé à m'intéresser à autre chose, je me suis formé à l'hypnose, donc j'ai ouvert un cabinet d'hypnothérapeute et très vite, je me suis retrouvé à animer, co-animer des ateliers pour apprendre, pour enseigner l'auto-hypnose. Je me suis intéressé à la prise de parole, aux stratégies de mémorisation et très vite, je me suis mis à enseigner les stratégies de mémorisation que j'avais apprises. Et sur la prise de parole, ben, il y a une petite part de coaching parce qu'il faut gérer les émotions, les peurs et tous les enjeux sous-jacents à qu'est-ce qui t'inquiète dans une prise de parole. Mais il y a aussi beaucoup d'apports, beaucoup de conseils. Donc, le métier d'accompagner, il y a plein de gens qui se disent coach en prise de parole. Moi, ça me gêne parce que le métier de coach, je sais vraiment ce que ça veut dire. Et donc, c'est plus une forme d'accompagnement parce qu'il y a une part de coaching, il y a une part de formation, il y a une part de consulting parce que tu peux t'autoriser à amener des idées, à faire certaines choses. Donc, c'est une espèce de melting pot ou de pot pourri un peu de tout ce que j'aime faire. Ok, trop bien. Du coup, ça regroupe un peu tout ce que tu sais faire. Donc, il y a vraiment plein de choses, hein. C'est-à-dire un peu d'informatique, enseigner, ça revient un peu dans tout. Le côté secourisme, hypnose, prise de parole, consulting. Et avec tout ça, du coup, tu as créé un peu bah, le Fred, un peu. Ouais, j'ai créé un peu le Fred. Alors, je sais que dans ta communauté, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'école qui nous a réunis tous les deux. Et ce qui m'a intéressé il y a un peu plus de 2 ans quand j'ai signé pour venir dans cette école, pour venir à Paradoxe, c'est que David Laroche, il parlait de coaching, il parlait de thérapie, il parlait de la jonction entre les deux, et j'avais l'impression qu'il avait un peu formalisé, structuré ce que moi je faisais déjà, parce que j'étais formé à l'hypnothérapie, je me suis formé au coaching. Quand j'avais quelqu'un en face de moi qui venait pour du coaching, s'il y avait un truc à régler qui relevait plus de la thérapie, ben, comme je savais faire, je faisais. Mais du coup, je bricolais avec les outils à droite à gauche, tu vois. Et c'est ce qui m'a intéressé, amené à signer et à m'inscrire à la formation de Paradox à l'époque, c'est qu'il y avait tout à coup un gars qui avait mis une structure, des éléments sur un truc que je faisais déjà de façon un peu empirique. Ok, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est intéressant, ça regroupe tellement de choses en même temps dans l'école. Moi, j'ai pas le même parcours que toi, mais du coup, je comprends ce que tu veux dire. Toi, là, par rapport à tout le parcours que tu as eu, justement, ça a été quoi la clé ou la rencontre qui a fait que ça a mis un tournant dans ta vie ou dans ta carrière? Il y en a eu plusieurs. Ok, dis-moi. Alors, le premier tournant dans ma vie, c'est... Il faut que je te raconte l'histoire depuis le début pour que ça ait du sens. En vrai, Ok. j'ai arrêté l'école assez tôt parce que j'ai découvert l'informatique. J'avais 14 ans, j'étais en quatrième. Mes parents m'ont offert un ordinateur à Noël. Euh, c'est peut-être à la fois la meilleure et la pire chose qu'ils aient fait en même temps. La meilleure parce que ça m'a apporté beaucoup de choses pendant plus de 25 ans. Et la pire, c'est que du coup, quand j'ai eu l'ordinateur, je m'intéressais plus qu'à ça et j'ai redoublé ma quatrième parce que je bossais plus les cours et avec l'informatique qui m'intéressait. Puis j'ai redoublé ma troisième parce que pour la même raison. Et puis, quand je suis arrivé au lycée, il y avait une option informatique que j'ai pris. Du coup, l'option informatique permettait de remonter et puis j'ai recommencé à bosser un peu plus sérieusement. Et puis un jour, en première, c'était un cours de sciences physiques, et c'est une matière que j'aimais bien. Au lycée, j'aimais plus les matières scientifiques, à l'école, plus les matières scientifiques que littéraires. Et je comprends rien au cours. Je comprends pas la formule, je sais pas à quoi ça sert, j'y comprends rien. Puis je demande à la prof, Madame, quels sont les domaines d'application? Dans quel métier on s'en sert? À quoi ça sert? Et elle commence à me dire, Claveau, ça va déjà vous servir à avoir une bonne note à l'interro de la semaine prochaine. Je lui dis ça d'accord? Enfin, vu ce que je comprends, c'est pas gagné, mais dans la vie de tous les jours, à quoi ça sert? Tu vois, moi, l'image que j'ai souvent, c'est quand on t'apprend Pythagore, 9 fois sur 10, on se raconte l'histoire du maçon avec si le mur il fait 3 mètres et l'autre mur il fait 4 mètres et que tu tires une corde et qu'elle fait 5 mètres, t'es sûr que c'est un angle droit. Donc, ça suffit quand t'es petit, que t'apprends Pythagore pour dire que ah ben, c'est grâce à ça qu'on a des maisons qui tiennent debout et qui ressemblent pas à celles de numéro bis dans Astérix. Et ça suffit. Tiens, ça me servira peut-être pas à moi, mais on ne sait jamais, ça peut servir un jour. Et là, rien. Et je me rends compte qu'elle ne sait pas le dire non plus. Du coup, moi, je dis, écoutez, madame, si je comprends rien au cours, si je ne sais pas à quoi ça sert, et si j'ai l'impression que la personne qui me l'enseigne, elle a aucune idée de ce dont elle parle non plus, je ne sais pas ce que je fous là. Je me suis levé, je suis parti, et j'ai jamais remis les pieds au lycée. Excellent. Du coup, là, je suis en première, à l'époque, première S.
donc qui était la première scientifique. Moi, j'étais parti pour faire le bac, tu sais, celui que tout le monde veut, quoi. À l'époque, il s'appelait le bac C. C'était le bac scientifique, celui dont on disait qu'il ouvrait toutes les portes et tout ça. Bah, du coup, sans moi. J'ai commencé à chercher du boulot. J'ai rien dit à mes parents, mais je me suis fait rattraper. Au bout d'un moment, ils ont vu que j'allais plus en cours. Et ma mère m'a laissé un choix à l'époque qui était de dire, je te laisse, vu que tu cherches du boulot, je te laisse en moi. Si tu n'as pas trouvé, tu vas bosser dans l'usine de ton père. Mon père a une entreprise qui fabrique du matériel agricole. Alors, c'est sa passion, il adore ça. Son truc, il marche bien. Sauf que moi, souder la tôle, plier la tôle, peindre la tôle, soulever la tôle, bof, quoi, hein. C'est pas trop mon. Mais bon, t'as 18 ans, tu cherches du boulot. Forcément, t'as plein d'illusions et puis tu te rends compte que personne veut de toi, hein, à cet âge-là. T'as pas de diplôme, parce qu'au bout du compte, j'ai rien, quoi. Et donc, je me retrouve un mois après à commencer à bosser et puis à faire ce qu'il y a à faire dans l'entreprise de mon père. L'avantage de ça, c'est que j'y suis resté 5 ans. Oh. J'en ai profité pour passer en formation un diplôme de maintenance. Donc, quand tu vois, on revenait un peu dans la technique, dans des choses qui me plaisaient. Moi, j'adorais l'informatique. Et puis, là, on est au début des années 90. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour informatiser plus et faire passer l'entreprise de mon père un peu dans l'ère informatique, puisque du coup, lui, il en avait besoin et il y avait un lien avec mon truc. Et puis, j'ai fini par avoir assez économisé de temps de travail pour pouvoir me faire payer une formation à l'époque qui s'appelait chef de projet multimédia, qui donnait l'équivalent d'un bac plus 2 que j'ai pas eu non plus, puisqu'un des formateurs, c'était des professionnels, tu sais, qui venaient t'enseigner là. Et un des formateurs m'avait dit au moment où il y avait un stage à faire, il m'a dit, toi, tu cherches pas, tu viens chez moi. Et en fait, il m'a embauché. Donc, j'ai pas fini la formation parce qu'il m'a dit, mais ça va te servir à rien, t'es déjà, viens, j'ai besoin de toi, c'est payé tant, c'était mieux payé que ce que j'espérais. Et je me suis retrouvé à bosser dans le monde de l'informatique. Et Mm. 2, 3 ans plus tard, je me suis même retrouvé, alors que j'ai pas le bac et que j'ai aucun diplôme, je me suis retrouvé à enseigner la bureautique et l'informatique, apprendre à des médecins à la fac de médecine, en formation, en cours du soir, à utiliser Word, Excel, Internet, enfin l'outil informatique, quoi. Donc c'est rigolo parce que j'ai souvent dit ça, je j'ai pas le bac, j'ai pas de diplôme. Par contre, j'ai enseigné à des gens qui ont des bac plus 10, bac plus 12 et qui étaient ravis de mon enseignement. J'ai évolué, j'ai fini par créer ma propre boîte. C'était dans un concours de circonstances. J'étais responsable d'une entreprise, directeur salarié, hein. La boîte, elle ferme. Entre-temps, un mois avant que la boîte, elle ferme, ma femme apprend qu'elle est enceinte. Donc, on apprend qu'on va être parents. Et je me retrouve au chômage avec ma femme enceinte, le bébé qui va arriver, la possibilité de retrouver du boulot si j'avais envoyé des CV et un projet d'entreprise qui était là depuis longtemps. Donc, ça me tentait, j'en ai parlé à ma femme, qui m'a pas dit non. J'ai appris plus tard que pas dire non, ça voulait pas dire oui. Ça m'a coûté cher cette leçon, mais c'est comme ça. Et j'ai créé la boîte. Le temps de me former, de faire les formalités, j'ai ouvert la boîte un an avant la naissance de ma fille. Un mois, pardon, avant la naissance de ma fille. Et tu sais, quand tu crées une boîte, tu es hyper focus sur ce que tu fais, tu es à fond, et puis du coup, les revenus, tu sais, si tu vends pas, tu n'es pas payé. T'as pas un salaire qui tombe tous les mois. Du coup, j'étais hyper focus là-dessus. Je pense que ça a dû avoir un peu d'influence, même beaucoup, sur ma bonne humeur et sur ma présence, parce que même quand j'étais à la maison, ma tête n'était pas là. Elle était dans les devis, dans les projets, dans les machins de comment je fais le truc. Donc, 3 ans à ce rythme-là, ma femme a décidé de devenir mon ex-femme. Ça arrive. Voilà, comme dit, ben, je ne l'ai pas trompée, sauf peut-être que ma maîtresse était mon entreprise et que c'était pas mieux. Et, euh, et moi, j'ai mis l'échec de ce mariage et le fait de ne plus voir ma fille qu'un week-end sur deux sur le compte de l'entreprise. Donc, je voulais plus entendre parler d'informatique, je voulais arrêter. Mais mon associé voulait pas. Donc, du coup, j'ai pas pu. J'ai dû continuer. J'ai vu un psy pour remonter un peu la pente, qui était très sympa, le psy, mais je me sentais bien quand je ressortais, mais je progressais pas. Et puis, je suis tombé sur un pote qui était formé à l'hypnose, un pote d'école que j'avais pas revu depuis peut-être 15 ans. Et on a parlé hypnose, et je suis allé à un des week-ends qu'il animait sur l'auto-hypnose. Ça s'appelait Dépasser vos limites, ça s'appelait, enfin, tu vois, c'était des trucs pour. On est en 2007, 8 là, 6, 7. Et donc, je fais ça avec lui. Je vois que ça m'intéresse. Je m'inscris à une formation d'hypnose. Je deviens hypnothérapeute. J'ai toujours la boîte d'informatique. J'ai fait les deux pendant 3 ans. Donc, la vraie première clé, je dirais, c'est le fait que mon ex-femme ait voulu divorcer.
Et le fait d'être retombé sur ce pote d'école, de collège, et de partir là-dedans. C'est le vrai tournant, je pense. Mais c'est un tournant dans la continuité, parce que je faisais de la formation. En vrai, j'ai souvent raconté que je m'occupais beaucoup des ordinateurs et que je préférais maintenant m'occuper des gens. Mais je me rends compte que dans mes dernières années où j'étais dans le monde de l'informatique, je faisais plus de formation qu'autre chose. Donc je m'occupais déjà plus des gens que des ordinateurs. Donc c'est à la fois le gros changement et en même temps, quand je le regarde de maintenant, tout a une logique. Ok, trop bien. Tu as parlé de plein de trucs. Je voudrais te savoir, pour les personnes qui nous écoutent par rapport à cette notion de diplôme qui est revenue plusieurs fois dans ce que tu m'as dit, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a envie de faire des projets qui sont grands, de créer quelque chose, mais qui n'a pas forcément de diplôme? Toi, tu conseillerais quoi? C'est amusant ta question. J'interviens souvent pour une association là, qui s'appelle 100 000 entrepreneurs. Donc c'est du bénévolat et c'est des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui vont dans les collèges, dans les lycées pour parler d'entrepreneuriat aux collégiens. Donc c'est top comme initiative. Et puis je leur raconte l'histoire que je t'ai dit, que le cours de physique où je m'en vais, à l'époque je disais avec panache, maintenant c'est plutôt avec perte et fracas que je dirais, mais voilà. Donc ils me regardent comme ça et je leur dis, attendez, moi je l'ai fait, mais c'était pas, faut pas le faire. Faut pas le faire parce que j'avais la chance à côté d'avoir l'informatique comme une telle passion que ça m'a sauvé quelque part. C'est parce que j'étais doué, c'est parce que je comptais pas mes heures, c'est parce que le prof il m'a repéré, il m'a dit tu viens chez moi. C'est pour ça que j'ai été embauché. C'est parce que je faisais des heures incroyables dans cette boîte-là quand elle a fermé qu'un jour l'avocat de la boîte a parlé à un porteur de projet qui cherchait un responsable pour un nouveau truc en disant le gars qu'il vous faut c'est Claveau. Alors que moi j'étais technicien, il me proposait un poste de manager, tu vois. J'ai 25 ans. Mm. Donc tout ça, je suis un peu perdu le fil de ce que j'étais en train de te dire. Euh, Non, en gros, ça serait quoi le conseil pour une personne ah oui, c'était qui n'a ça. pas de diplôme? Si ton métier ne nécessite pas un diplôme particulier réglementé, tu vois, ma fille, quand elle était au collège, elle voulait être avocate. Je ne pouvais pas lui dire fais des études, c'est important. Elle connaissait mon histoire. Donc lui dire qu'il fallait faire un bac plus 5, c'était ridicule quand elle sait que moi j'ai fait une carrière sans passer le bac. Je dis par contre, pour être avocate, il faut ton bac plus 5. Si tu n'as pas ton master, si tu passes pas le barreau, tu n'as pas le droit de l'être. C'est interdit légalement. Donc il y a des métiers où tu es obligé de le faire. Même à un niveau d'études un peu moindre, mais sur quelque chose qui est important aussi, si tu n'as pas ton bac pro, tu n'as pas le droit de t'installer comme coiffeur ou comme coiffeuse. Mm. Tu vois, donc il y a des métiers qui sont réglementés. Pour tout le reste, c'est important de faire de la formation, c'est important de se former. Les diplômes, les certifications. Tu vois, là, l'école qui nous occupe, la certification, je l'ai envoyée très en retard parce que ce que je cherchais pendant 2 ans, c'était la compétence. Et d'avoir un papier qui dit que l'école dit que je l'ai bien fait ou pas, en vrai, jamais aucun de mes clients dans ma vie ne m'a demandé mon diplôme. Donc, elle permet de valider, de te situer, elle est intéressante en ça. Mais dans ma tête, c'était non, moi je vais au bout de la formation, la certification, je m'en fous. Mm. Sauf si elle devient obligatoire pour faire quelque chose. Si j'ai obligé d'être certifié en ceci, en cela, en formation, maintenant, ça devient compliqué quand tu n'es pas Calliope. C'est encore possible, mais ça devient plus compliqué. Donc, il y a le pour, il y a le contre. Donc pour toi, c'est un peu, c'est pas pareil, la compétence et les diplômes. Ouais, non. Il faut aller chercher de la compétence tout le temps. Il faut l'affiner tout le temps. Il faut chercher le millimètre en plus, le centimètre en plus tout le temps. Mais moi, j'ai toujours du mal à faire le lien entre le papier qu'on te donne à la fin et vraiment ce que tu as appris. Mm. Moi, je pense à des gens qui, par exemple, aujourd'hui, ont fait plein de formations, etc., mais qui n'ont pas de diplôme et quelque part, ça les freine pour se mettre en avant. Comment est-ce que toi, tu pourrais leur dire un truc peut-être qui pourrait les aider à peut-être prendre confiance ou... C'est amusant que tu dises ça. Je vais te donner un exemple. Euh, il y a quelqu'un à Limoges, donc Limoges c'est la ville où je suis, qui s'occupe de la filière des orthoptistes. Les orthoptistes, pour faire très simple, c'est un peu des kinés des yeux. Mm. Donc ça dépend de l'université de Limoges, elle est responsable de cette filière-là. Elle me demande si je pourrais faire trois, quatre interventions, trois, quatre cours, des TD, sur la prise de parole pour leur donner confiance. Parce qu'ils ont un diplôme universitaire quand ils sortent de là, ça doit être un bac plus 3 ou 4.
Et quand ils arrivent, en fait, au niveau des premiers patients qu'ils vont recevoir, ils sont en mode un peu, je suis pas sûr de moi, quoi. Alors que quand tu vas voir le médecin, t'as pas envie de voir un médecin qui a pas l'air sûr de lui, tu vois. Si tu dois te faire opérer du cœur et que le mec il dit, écoutez, vous êtes mon premier, je vais faire de mon mieux, on va voir, t'as pas envie de te faire opérer par lui. Oh. Donc, et ils ont le diplôme, ils ont les compétences, ils ont tout. Donc, ces gens-là qui vont passer un diplôme universitaire, donc on ne peut plus académique, manquent quand même de confiance en eux au moment de passer à l'action. Donc, je pense pas que ça soit vraiment lié. Ils ont le papier. Ils sont quand même pas sûrs. Donc, pour moi, c'est pas lié au papier. Il y a autre chose. Il y a autre chose derrière. Il y a autre chose qui dépend de à quel point tu crois, toi, que tu es compétent. À quel point, même tu crois, à quel point tu en es sûr, à quel point tu en es certain. Et ça, c'est pas par de enfin, la formation, elle va faire 60, 70% du boulot là-dessus. Mais tu peux te former à tous les trucs du monde. Si à un moment tu passes pas à la pratique, si à un moment tu ne te confrontes pas à la réalité, les 5, 10, 15, 20% qui manquent pour que tu te sentes au top, tu les auras jamais parce que tu te formes, 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 tu accumules de la connaissance, tu accumules de la connaissance, tu accumules de la connaissance et du savoir. Mais tant que tu fais pas, tu sais pas faire. Mm. Ma grand-mère, elle disait souvent, tu peux lire la recette tant de fois que tu veux, tant que tu mélanges pas la farine et les œufs, tu sauras jamais quel goût a ton gâteau. Mm. Donc, du coup, tu conseilles de faire une petite recette de cuisine. Donc, je conseille de se former, mais surtout de pratiquer et de faire. C'est ce qui fait la richesse de Paradoxe, hein, pour revenir à cette école de coaching, où finalement, on aura passé beaucoup plus de temps à s'entraîner entre élèves à accumuler du contenu pédagogique. Même s'il y a quand même beaucoup d'heures de contenu pédagogique, il y en a passé beaucoup plus de temps à pratiquer, à se faire des retours, des feedbacks, à travailler chaque détail, ce qui fait que quand tu sors de là, ben, normalement, tu es assez sûr de toi. Peut-être pas d'être le meilleur coach du monde, c'est pas le but, mais en tout cas, tu es assez sûr de toi pour te dire, là, ce que j'ai appris, je sais que ça peut aider beaucoup de monde et que je suis compétent et j'ai perdu le terme, légitime pour le faire. Mm. Moi, ce que j'ai ressenti avec l'école, c'est un peu, oui, il y a plein de trucs pédagogiques, il y a plein d'entraînements, etc. Et ça demande aussi, dans le métier de coach, bah, de travailler sur soi-même. Parce que du coup, on a beau s'entraîner, mais ça fait un peu des revers qui sont pas mal, des fois, sur lesquels il faut être prêt quand C'est même. exactement ça. Donc, pour répondre en une phrase à ta question, de qu'est-ce que je conseillerais à quelqu'un qui ne se sent pas sûr de lui, s'il est déjà formé, fais-toi coacher. C'est plus un problème de connaissance. Il y Hmm. a quelque chose à aller travailler que la formation ne t'apportera pas. Ou Ok. t'apportera plus. À partir du moment où tu as quand même le niveau minimum de connaissance. Parce que tu as, l'autre pendant de gens qui n'ont jamais suivi une formation, qui disent qu'ils sont coachs alors qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un processus de coaching et qui ont plein de clients parce qu'ils sont tellement sûrs d'eux que ça. Et quand tu vois ce qu'ils font, tu te dis, mais mon Dieu, oh, Ouais. Les bons marketeurs, ben ouais. toi, c'est quoi qui te plaît dans l'enseignement? Pendant l'école, on a fait un travail assez profond sur les valeurs. Nos valeurs, trouver nos propres valeurs. Et moi, j'ai déjà fait souvent fois à travers les différentes formations de coaching que j'ai fait du travail sur les valeurs, mais je me suis rendu compte que ça faisait 15 ans que je m'étais gouré dans ma valeur principale. Et j'étais sûr que ma valeur principale, c'était transmettre. Et c'était plaisant de penser ça parce que du coup, depuis que j'ai 16 ans, même peut-être avant, je fais ça. Donc, j'ai tout le temps été au service de ma valeur principale. Et puis, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris conscience que ma valeur principale, c'était servir. C'est quoi la nuance? Et que transmettre, c'était mon moyen préféré de servir. Ah, ok. Ok. C'est pour ça que je voulais savoir la nuance justement entre transmettre et servir, parce que ça se ressemble un peu. Ouais, mais tu vois, quand je vais être dans une asso où il va y avoir une fête, on organise, je sais pas moi, l'été, on organise un barbecue, très vite, je me retrouve à la cuisson, tu vois. C'est, les gens me disent, mais non, mais va prendre un verre, va dire, non, non, c'est là que je suis mieux. D'abord, quand tu es au barbecue, quand tu es en train de faire cuire la viande, tout le monde vient te voir. Donc déjà, tu es à l'endroit stratégique. Et en vrai, c'est très compliqué pour moi d'aller à une fête, de profiter de la fête sans rien faire. Hmm. Il me manque un truc quand je suis pas au service de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, c'est intéressant ça. Et
Ça a changé quoi pour toi de te rendre compte justement que ta valeur numéro un, c'était plus servir? Ça, ça, ça a élargi le champ des possibles. Il n'y a pas que transmettre pour servir. Je suis pas sûr que fondamentalement dans ma vie de tous les jours ça ait changé beaucoup de choses, mais dans la conscience que j'ai du truc, j'ai peut-être mis plus d'attention sur d'autres façons dont je servais que la transmission. Ce qui fait que ça n'a pas fait de moi que un formateur ou un coach au sens métier du terme. Mm. Donc, et c'est juste cette prise de conscience que je ne sais pas à quel moment ça va servir, mais ça m'a ouvert un peu le champ des possibles. Je ne sais pas si je suis clair. Si, si, je vais te poser une autre question justement. Le fait de servir, vu que pour toi c'est ta valeur numéro une, d'après toi ça vient d'où? Je te la fais en mode coaching. J'ai une idée déjà. Ah, J'ai une idée. Mon, mon grand-père maternel, alors que moi, j'ai pas, enfin, que j'ai pas connu. Lui, il m'a connu, mais il est mort, j'avais 2 mois, donc j'ai pas de souvenir de lui. mm, Mais du coup, on m'en a beaucoup parlé. Et tu sais, dans une petite commune, les gens qui m'en parlaient, et ma mère, quand elle m'en parlait, euh, c'était le gars qu'on allait voir quand il y avait un truc à résoudre. mm, C'était le gars qu'on allait voir quand il y avait un litige. OK? Donc, ça me vient d'où? Je sais pas si j'ai hérité ça de, j'allais dire de mes ancêtres, voilà. Mais mon père, il est comme ça aussi dans son métier. La façon dont il a envisagé, les choses qu'il a inventées, les choses qu'il a construites, dont il fait avec le client, il est beaucoup là-dedans aussi. Ma mère aussi dans une autre de mesure. Donc je sais pas, peut-être que, alors c'est peut-être un peu biologique, génétique. C'est peut-être aussi que, ben, comme c'est l'environnement que j'ai autour de moi et que finalement j'ai grandi là-dedans, j'ai pas imaginé d'autres façons de faire. mm, Mais mm. ça me va bien en même temps. C'est plutôt cool. Ah bah oui, heureusement. Et par rapport justement à ton expertise, toi tu m'as dit donc c'est ton expertise c'est transmettre, mais beaucoup en lien avec le coaching et la prise de parole. Tu aurais quelques conseils vis-à-vis bah, justement de ton expertise par rapport à des questions qui se sont souvent posées, des problématiques que tu connais certainement mieux que moi à ce sujet. Autour de la prise de parole, Mhm. je travaille depuis 2 ans pour un organisme de formation qui vend une formation qui s'appelle 30 jours pour avoir du charisme à l'oral et qui est finançable en CPF. Donc je suis le seul intervenant physique que les élèves ils ont en face d'eux à certains moments de la formation. Tu sais, c'est une formation où tu consommes de la vidéo, tu réponds aux questionnaires, et puis de temps en temps, bah, tu as une masterclass que j'anime où ils peuvent me poser des questions et j'essaie de la débloquer. 9 fois sur 10, la question qui revient, c'est celle du trac. C'est-à-dire que ça se formule de deux façons. Soit c'est je veux avoir plus confiance en moi, soit c'est je veux moins stresser quand je parle. Mais c'est les deux revers de exactement la même médaille. Et les gens, ils sont beaucoup dans le fantasme de je veux plus de trac du tout. Mhm. Et je pense que d'être dans ce fantasme, ça entretient, c'est un truc qui est complètement inatteignable de jamais avoir peur de parler, ça entretient le fait que, ben, comme c'est pas possible, je reste dans mon truc. Et l'idée, c'est pas d'en faire rien. Si le trac, c'était comme une vague, et que, je vais dire, je sais pas, une bêtise, mais que la vague, elle fasse 10 mètres de haut. Une vague de 10 mètres de haut, personne ne veut la surfer. À part deux, trois fous sur la planète, personne ne veut surfer une vague de 10 mètres. Mhm. C'est trop dangereux. Si ton stress, il fait 10 mètres, ça a l'air d'être insurmontable. En revanche, plutôt que de dire je veux un océan d'huile, auquel cas, c'est plus possible de surfer non plus s'il n'y a pas de vague. Il faut quand même un peu pour prendre du plaisir. Mais si je peux ramener cette vague de 10 mètres à une vague qu'on fait, allez, 1 mètre quand je débute, et puis peut-être 2 ou 2,5 quand je suis vraiment bon, ou 3 si je veux vraiment atteindre un gros niveau, ben c'est pas pareil de surfer une vague de niveau 2 que de surfer une vague de niveau 10. Donc on va plutôt essayer, plutôt que de l'annihiler, d'en faire quelque chose à un niveau qui est acceptable, et puis surtout d'apprendre à la surfer. Donc d'en faire une énergie qui nous amène et qui nous porte. Plutôt que d'aller contre, je vais plutôt m'en servir pour. C'est des analogies. On donne souvent ça, tu sais, au judo, on te dit d'utiliser la force de ton adversaire. Le judoka, il utilise la force de son adversaire.
Bah, c'est utiliser la force du contexte. Finalement, le trac, c'est une peur. La peur, c'est une émotion. L'émotion, c'est une énergie. Si c'est une énergie, ça permet d'aller quelque part et d'avancer quelque part ou de faire quelque chose. Ça crée du mouvement. Mm. Donc, première chose, le fait d'accepter que c'est normal d'avoir peur et que c'est pas souhaitable de l'éliminer complètement. Ensuite, comprendre les mécanismes. Il y a plein d'outils qui sont donnés. Moi, j'adore la cohérence cardiaque. C'est super la cohérence cardiaque pour obtenir du calme. Sauf que, avec la cohérence cardiaque, le problème, c'est que si tu t'entraînes pas, si tu fais pas le fameux exercice de 5 minutes par jour, 3 fois par jour, respirer 6 fois par minute, et que tu le fais pas vraiment tous les jours, jusqu'à ce que ça devienne une espèce de réflexe, et que tu le fais 2, 3 fois pendant 2, 3 jours, et puis qu'après tu le fais plus que deux, puis tu le fais plus qu'une, puis tu finis par plus le faire. 3 semaines après, l'épisode de stress arrive, tu as eu l'outil sur la cohérence cardiaque, mais tu ne le maîtrises pas, tu essayes de respirer, tu commences à te demander si tu es au bon rythme, tu n'es pas sûr, donc tu rajoutes du stress au stress parce que tu crois que tu fais mal, ça marche pas. Donc c'est un super outil si tu as pris le temps de vraiment le maîtriser. Et puis même quand je faisais de l'hypnose, j'avais des gens qui venaient voir pour des crises d'angoisse. Tu leur expliques la respiration. Si la crise, elle arrive d'un coup et qu'elle les dépasse, ils ont le souffle coupé. Ils ne sont pas capables de reprendre leur souffle. Il faut faire autre chose. Avant. Et un truc que tu peux faire, c'est bouger. Et tu vois, en prise de parole, par exemple, on parle beaucoup de l'ancrage, le fait d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol, de se tenir droit. Tu vois, on parle souvent d'un fil imaginaire au-dessus de la tête pour te grandir, un fil qui te tirerait vers le haut, qui a pour effet d'agrandir un peu ta verticalité. Ça a un effet sur ta voix, sur la caisse de résonance, c'est un peu plus grave, et c'est mieux d'être un peu plus dans les graves quand tu peux l'être. Enfin, c'est mieux. En tout cas, on dit que c'est mieux. Mais quand tu es dans cette posture-là, en vrai, tu es dans une posture de confiance. Je ne sais pas si tu connais Amy Cuddy, la psychologue anglaise qui, euh, qui a formalisé ça, et elle dit, bah, on savait déjà que nos émotions ont une influence sur notre posture. Quand je suis enthousiaste, quand je suis content, eh ben, je suis souriant, j'ai les épaules en arrière, le torse bombé, la tête haute, on fait tout ça. Puis au contraire, quand je suis déprimé, que ça va pas ou que j'ai peur, je vais plutôt être en rentre dedans, tu vois. Donc que tes émotions, ils ont une influence sur ta posture, tu l'as observé, les gens te l'ont fait remarquer plein de fois, tu as une sale tête aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, plein de choses, ou au contraire, tu as l'air radieuse. Mais ce qu'elle a démontré, c'est que ça marche dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu prends une posture de confiance, très vite, ton cerveau commence à sécréter les hormones de la confiance. Donc, tu te sens plus confiant parce que tu te tiens. Ce qui fait que si je reprends mon exemple de la cohérence cardiaque ou de la respiration, si tu es pris par la crise d'angoisse et que tu n'arrives pas à reprendre ton souffle, le premier truc, c'est un truc contre-intuitif, parce que quand tu es comme ça, tu as envie d'être recroquevillé, c'est de te redresser et de faire comme si. Amy Cuddy, quand elle l'explique dans son TEDx, elle parle de la posture de Wonder Woman. Tu sais, les pieds un peu écarts, les poings sur les hanches, enfin, tu vois Wonder Woman, quoi. Mm. Et son étude, elle montre que quand ils l'ont faite, ils ont demandé au sujet de l'expérience, un groupe, de faire 2 minutes de power posture avant d'aller parler devant des gens, et un autre groupe où on leur a rien dit de particulier, juste de se préparer pour l'entretien comme ils le font normalement. Le jury n'est pas au courant de ce qui s'est passé. D'accord? Perception du jury, les gens qui ont fait la power posture ont eu des meilleures notes dans l'impression de confiance qu'ils dégageaient. Et les gens qui l'ont fait ont aussi dit qu'ils s'étaient sentis plus confiants qu'ils croyaient. Mm. Donc, ces outils qui sont des outils techniques au départ, de l'ancrage, de la station verticale, parce qu'on fait comme ça, et tout à coup, elles ont une explication scientifique de pourquoi est-ce que ça marche. Moi, j'adore ça. Mm. Donc, c'est quoi le conseil? Le premier, c'est déjà tiens-toi droit, tiens-toi dans une posture de confiance. Très vite, ça va aller mieux. Les gens qui ont le trac, ils ont le trac avant, ils ont le trac au moment de démarrer, et puis ils te disent presque tous que après, quand une fois qu'ils sont en train de parler, finalement, ça va, ils le ressentent moins. Là, c'est parce qu'il y a un deuxième truc, c'est que comme ton attention peut pas être sur deux choses à la fois, au moment où tu ressens le symptôme, j'ai les mains moites, je sens j'ai le cœur qui bat fort, j'ai l'impression d'avoir oublié tout ce que j'ai à dire, je sens que j'ai la voix qui tremble, enfin tous les symptômes qu'on entend d'habitude sur la prise de parole, au moment où tu en ressens un, tu es en train de te dire putain, c'est le trac qui arrive, ça y est. Et tu focalises ton attention dessus, tu es en train de te faire ton scénario catastrophe, donc tu es en train de te programmer pour que tout se passe comme tu l'avais prévu. Donc à ce moment-là, il faudrait mettre ton attention sur autre chose. Bah déjà, Power Posture, ça aide.
T'es pas obligé de faire Wonder Woman devant tout le monde, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça se voit. Mais tu peux le faire en coulisses et tu peux quand même te tenir aussi droit que tu peux et dans cette posture de confiance au moment de parler. Mm. Et puis après, c'est de se mettre dans un autre état d'esprit que celui du terrible souvenir de l'élève qui passe au tableau et qui connaissait par cœur sa table de multiplication ou sa récitation avec ses parents la veille au soir et qui tout à coup devant la classe s'en rappelle pas avec le prof qui te met toujours la même sanction. Tu n'es pas capable de le dire, donc tu l'as pas appris. C'est injuste. Alors que toi, tu dis, mais je le savais hier soir, pourquoi j'y arrive plus ce matin? Ce souvenir-là, on le traîne pendant longtemps. Et même si on n'en est pas conscient, ça nous gêne à différents degrés. Mais la charge émotionnelle, elle est un peu là. Donc il faut vivre une expérience différente avec un résultat différent pour que ça s'arrange. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est au moment, le conseil que je donne souvent, c'est au moment où je ressens le stress, au moment où je ressens des symptômes, plutôt que de me dire, ah, le stress arrive, je peux me dire, bah, c'est chouette que je m'en rends compte, parce qu'à partir du moment où je m'en rends compte, je peux commencer à mettre en place quelque chose, une routine différente de celle qui m'emmène vers l'échec, vers la catastrophe. Et le premier truc que je donne, c'est, moi j'aime bien imaginer que tout ce que je raconte est un cadeau que je fais aux personnes qui m'écoutent. Ce qui fait que je me sens, j'ai la barbe dans la peau d'un Père Noël en permanence. Puisque potentiellement, tout ce que je dis, en tout cas le plus souvent possible, quand je dis tout le temps, bon, tiens, il y a bah non, il y a forcément des fois où alors le cadeau il est un peu pourri, quoi, il est pas top. Mais consciemment, avant une masterclass, avant une interview, je me mets quel cadeau je vais faire. Mm. Et je suis dans une posture de quelqu'un qui fait un cadeau. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro stress, hein, parce que ça t'est peut-être déjà arrivé de préparer un cadeau pour quelqu'un et au moment de l'offrir, d'avoir la petite appréhension de est-ce que ça va lui plaire, est-ce que tu vois. Donc, même quand tu offres, tu n'as pas zéro stress. Mm. Mais je connais personne qui a tellement stressé à l'idée d'offrir un cadeau qui décide de pas le donner finalement. Ouais, c'est intéressant cette. Alors que je connais plein de gens qui, quand ils disent, quand ils donnent leur point de vue, quand ils en parlent, ça serait un beau cadeau pour personne, pour tout le monde, pardon, mais de peur du regard des autres, ils décident de ne pas l'offrir. C'est un peu les problématiques que des coachs rencontrent, hein. Je vais offrir le C'est-à-dire, cadeau, faire des conférences, faire développer mon activité. Mais du coup, il y a plein, enfin, tu peux rester recroquevillé dans ton coin et pas offrir le beau cadeau que tu as à offrir de base au monde. ben, moi, ce recadrage, je l'ai entendu plusieurs fois de gens qui sont plutôt dans le coaching du business quand tu te fais accompagner pour développer ton activité, où tu parles de ce que tu as fait, de ce que tu sais faire, de ton chiffre d'affaires qui n'est pas au rendez-vous, et tout ça, il te dit, mais à qui t'en parle et tout. Tu fais, mais si tu sais faire tout ça, de quel droit tu prives les gens qui en ont besoin de ça? Quand t'en parles pas, potentiellement, tu prives les gens qui ont besoin de ce que tu peux leur apporter, parce qu'ils savent pas que tu le fais. Quelque part, tu es en train de les voler de quelque chose que tu leur dois puisque tu sais le faire. Tu vois, donc, c'est amusant cette espèce de paradoxe de retourner ce truc qui t'empêche de parler en un truc, mais de faire ça, c'est mal en vrai. Tu Oui. vois, de te faire culpabiliser de ne pas le faire. Alors, ça marche pas, je suis pas un grand fan de la technique, mais quand ça peut amorcer le truc, de se dire, OK, comment je fais? Et puis, une fois que tu le sais, tu dis, OK, c'est quoi le cadeau que je fais? Après, une fois que le cadeau, il est là, euh, la personne, la façon dont elle reçoit, ça t'appartient plus. T'as eu raison, tu t'es trompé, et c'est pas grave, tu y as mis ton cœur. Mm. Ben, c'est un peu ce que je me suis dit quand j'ai fait ma conférence devant des gens. C'est que au lieu de stresser, je me suis dit, OK, là, les gens, ils sont là, ils pensent à eux. Genre, oublie-toi 2 minutes, là, juste, on pensera après à tout ça. Mais pour le moment, concentre-toi sur les gens et ça descend le stress parce qu'au final, t'es plus en l'intérieur de toi, mais t'es plus là, vraiment en présence avec les gens. Et tu as mis ton attention, et donc ton attention, ailleurs que sur ton nombril, avec qu'est-ce qu'on va dire de moi, le regard des autres. Et pourtant, t'es pas à l'abri de bafouiller, de faire un lapsus, de dire un mot à la place d'un autre. Et puis ça arrive, hein. Et puis en plus, Mm. quand on nous fait voir à la télé, par exemple, ou sur les réseaux, quelqu'un de connu, un personnage qui a fait un lapsus, à qui il est arrivé un truc et tout le monde se marre, t'as pas envie de le vivre. Mm. Moi, j'ai en tête une intervention de Édouard Philippe, à l'époque où il était Premier ministre. Et il intervient, je crois que c'est la Fédération française du rugby. En tout cas, c'est autour du monde du rugby. Et il veut parler des succès du champion, et à la place de succès, il dit succès. Ah mince. Et il s'en rend compte un peu après, parce que du coup, c'est des rugbyman en face. Les rugbyman n'ont pas l'esprit mal tourné.
Ça sourit, ça ricane, ça fait le truc. Et il s'arrête. En fait, il est mort. On voit qu'il est mort de rire, qu'il essaye de reprendre un peu de son truc. Il enlève ses lunettes et il dit, on me dit que les gens du rugby ont l'esprit mal tourné. Je ne veux pas le croire. Et il reprend son intervention. Tu vois, et pourtant, tu dis, il est Premier ministre, il a parlé de sucer les champions au lieu d'avoir du succès des champions. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et il s'en sort super. Et résultat, la vidéo, elle est virale, mais elle est virale en sa faveur. Oui, oui. Non, Juste parce que il a fait preuve d'autodérision sur ce qui était un lapsus, quoi. Il n'a pas fait exprès. ouais, mais Enfin, ça dépend comment on prend l'information quelque part qui ressort. Soit on en fait quelque chose où on se renferme, soit on en fait un cadeau. Euh, voilà. Donc, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, j'adorerais être capable de gérer le truc comme lui. mm, Mais moi, ça m'est déjà. Moi, je me suis rendu compte que, en fait, quand je suis le premier à parler de mes failles, ça a toujours suscité plus d'empathie et de connexion avec les autres que d'essayer de les cacher. Donc, comme j'ai vécu cette expérience plein de fois, au moment où il m'arrive un truc, je le commente, j'en souris, je fais un peu d'autodérision dessus, parce que je sais que ça va me servir. Je sais que c'est plus productif que d'essayer de le planquer sous le tapis, de se faire, mon Dieu, je suis mort de honte, de plus savoir quoi dire, de sortir de scène. Enfin, tu vois, et ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un s'en serve contre moi. D'abord parce que ça coupe l'herbe sous le pied. En vrai, quand quelqu'un te veut du mal, ouais, ouais, on va dire comme ça, te veut du mal. Si toi-même, tu viens de te tirer la première balle, il ne peut plus tirer la deuxième, elle n'a aucun effet. ça, c'est vrai. Donc ça vaut toujours le coup. Après, il faut juste faire la différence entre autodérision, je m'amuse de la boulette que je viens de faire, et auto-dénigrement, où là, je vais m'enfermer dans un truc de je suis nul de ceci, de cela. Ou dans un cas, ça peut être super bien. Et puis ça te permet aussi peut-être de ne pas prendre la grosse tête, je sais pas, de pas. Ça arrive. Et puis la vie est plus joyeuse quand tu te marres de tes boulettes. Moi, j'ai fait une école de conférencier, une formation de conférencier avec un conférencier international qui nous disait les conférenciers adorent quand il leur arrive des merdes parce qu'ils savent que ça va leur faire une histoire à raconter. Moi, je trouve que ça rend beaucoup plus humain enfin, moi, ça me fait penser ce que tu dis quand j'ai fait justement cette conférence-là sur la légitimité, le syndrome de l'imposteur. Bah, en fait, le fait de dire, mais en fait, moi, je vis comme vous. C'est-à-dire que là, vous pensez pas que j'ai envie d'aller dans un trou de souris en vrai? Bah si, bah, comme vous quand vous faites vos trucs. Et ça rendait encore plus l'échange humain et impactant parce qu'on me met pas sur un piédestal de je suis parfaite, je me sens légitime à 100% alors que c'est pas vrai. Jamais. Donc, Ça n'arrive pas. ça rend hyper humain, en fait, de juste se lâcher la grappe. Je suis sur les réseaux et je suis le programme. J'ai envie de rentrer dans le programme d'un Suédois qui est une des références mondiales en matière de coaching en prise de parole. Et j'allais dire, c'est le David Laroche suédois de la prise de parole. Il est il est à la prise de parole, pour moi, ce que David est au coaching. Et il Mm. s'appelle aussi David. Ah, Euh, et j'écoutais un de ses podcasts, donc ça se passe en anglais, dans lequel il parlait de la confiance. Avec des gens qui lui disent, mais toi, qui as fait des 4 TEDx, tu cumules plus de 15 millions de vues, tu fais des conférences toute l'année dans le monde entier. Quand tu parles de prise de parole, tu sais tellement tout sur tout que tu parles d'un truc conceptuel maintenant, ça t'atteint plus. Et le mec, il fait, mais non, j'ai des appréhensions et j'ai des trouilles à différents niveaux à chaque fois que je monte sur scène. Là, je me suis dit, putain, si lui, il est là, et s'il dit ça, en vrai, c'est bon. bah On oui. s'en débarrassera pas. Mais c'est pas grave, on s'en débarrassera pas complètement. Mais en même temps, le fait d'y aller quand même, parce que le truc que tu as à partager est plus important que la- le petit inconfort ou la petite gêne que tu as au moment de le faire. Tu vois, si tu as aidé. Je disais aux collégiens dont je te parlais, tu sais, les interventions pour 100 000 entrepreneurs. Mhm. Un jour, on devait être deux entrepreneurs, il y avait deux classes, on passait chacun une heure et puis on tournait, on allait dans l'autre classe. Et puis au moment où j'arrive au collège, le principal est catastrophé, me dit l'autre personne vient de nous appeler, elle a un empêchement, elle ne sera pas là. Mais je lui dis, est-ce que vous avez une salle assez grande pour mettre les deux classes? Puis du coup, je vais faire 2 heures avec les deux classes. Ah, vous feriez ça? Ben, ouais. De toute façon, vous avez d'autres solutions.
Donc, on trouve la salle assez grande, on fait le truc et je fais mon intervention. Et à un moment, je leur parle, parce qu'ils me parlent de la confiance, de la peur que c'est de parler devant les gens, surtout qu'eux, ils sont en quatrième ou en troisième. Donc, et puis là, pour le coup, entre eux, le public est vache à cet âge-là, hein, et la bienveillance, elle est pas souvent au rendez-vous à ce niveau-là. Et je leur dis, moi, je me suis mis pour objectif aujourd'hui que s'il y en a un seul d'entre vous qui retient une seule chose que j'ai dite et que ça lui sert plus tard, j'ai bien fait de venir. Il est rikiki mon objectif. Statistiquement, je suis sûr de l'atteindre. Et comme je ne me suis pas mis la barre plus haut que ça, c'est facile. Mhm. Si je m'étais mis comme objectif que tous les élèves, des collégiens, hein, avec la capacité d'attention qu'on imagine, que tous les élèves aient retenu tout ce que j'ai dit, c'est impossible et j'y arrive pétrifié. Bien. Et en même temps, quand j'écoute les profs, je me dis qu'un seul élève retienne un seul truc sur un cours, apparemment c'est ambitieux. Tu fais comment la différence entre le fait d'avoir peur de faire quelque chose mais qui nous stimule et avoir peur de faire quelque chose qui au final c'est pas OK pour nous et du coup on se force à faire quelque chose qui est pas aligné. Maintenant que je suis au clair sur mes valeurs, je me demande déjà en quoi ce qu'on me demande de faire sert mes valeurs ou pas. Mm. Première question. Je ne suis pas sûr de savoir comment répondre à ta question en vrai. Je ne sais pas si je me la poserai comme ça. Euh, Moi, j'ai tendance, tu sais, dans la formation en hypnose, on travaille beaucoup avec l'inconscient, on fait pas mal de liens entre, tu sais, ce qu'on va appeler l'instinct, l'intuition, tout un tas de choses. Et donc, en fonction du temps que j'ai pour prendre la décision, souvent, je vais d'abord me fier à mon instinct. C'est-à-dire que peut-être plus souvent, je vais refuser l'obstacle alors que j'aurais pu y aller. C'est sûrement arrivé, et ça arrivera peut-être encore. Mais en prise de parole, un des conseils qu'on donne, c'est si on te demande de prendre la parole sans préparation sur un sujet que tu connais pas, refuse. Oui. Dans la formation dont je te parlais, là, c'est dans une vidéo, une des premières vidéos déjà. Si on te demande de parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas devant une assemblée et te faire passer pour un expert, dis non. Normal qu'on stresse là. Ben Beaucoup. oui, voilà. Ensuite, tu es dans un contexte d'entreprise, tu peux pas dire non. Tu peux pas parce que on t'a bien fait comprendre que ta place est en jeu, ta promotion, enfin, il y a tout un tas de choses. Ouais, dans ces conditions, moi, si je suis obligé de parler d'un sujet que je ne connais pas, je vais arriver, je vais commencer par dire, on m'a demandé d'intervenir sur ce sujet. Je ne suis pas un expert. Je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose à vous apporter. On m'a demandé de le faire, je vais vous donner mon avis, il vaut ce qu'il vaut. Mm. J'ai pris la précaution, les gens savent que je ne vais pas essayer de les arnaquer. On m'a demandé de donner mon avis sur un sujet que je ne maîtrise pas pendant 5 minutes. Eh ben, je vais vous dire ce que j'en pense pendant 5 minutes, mais avec le niveau de connaissance que j'ai, probablement toutes les erreurs que ça implique. Et puis, je ne sais pas si ça vous apportera quelque chose. Si ça le fait, tant mieux. Sinon, tant pis. Mhm. Mais je me suis enlevé une grosse partie de la pression. Si j'essaye plus de me faire passer pour ce que je suis pas. Ok, ouais, je vois aussi. Et par rapport à la notion de valeur, je sais pas qui nous écoute, mais du coup, c'est vrai, enfin, faut connaître du coup ces valeurs en amont et puis vérifier si on ne projette pas enfin, des valeurs d'autres personnes sur nous pour nous forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie. Et ça, c'est un travail de fond, j'allais dire. C'est un travail de coaching et d'introspection qui prend parfois du temps. Il y a des gens qui Ouais. arrivent assez vite à les trouver, puis il y a des gens comme moi qui ont ramé des années et des années avant de savoir c'était quoi leur valeur. Hmm. Où est-ce que tu te vois dans 5 à 10 ans? Je ferai probablement la même chose que ce que je fais là, peut-être à une échelle plus grande. À une échelle plus grande où, je sais pas, peut-être que je ferai des séminaires, peut-être que je ferai... Il y a un truc que je voulais faire et que j'ai pas fait assez souvent à mon goût, c'est de la conférence. Donc l'étape d'après, c'est peut-être de me remettre à écrire une conférence sérieuse euh, sur un sujet sur lequel je suis légitime. Et sur un angle suffisamment original pour que ce soit pas un truc que j'ai déjà vu 100 fois ailleurs. Tu sais, dans le syndrome de l'imposteur ou dans le fait qu'on ne se sente pas légitime, quand j'ai fait cette formation de conférencier, je voulais parler de l'optimisme. Et je fais partie d'une organisation qui s'appelle la Ligue des optimistes de France. Et quasiment tous les conférenciers francophones qui parlent d'optimisme sont dans cette ligue. Et je les connais, et pour certains, ce sont des copains.
et j'ai vu leurs conférences. Ce qui fait que chaque fois que j'écrivais 3 lignes pour la mienne, j'avais l'impression que machin, il en parlait mieux que moi, que ça, je l'avais piqué un truc. Donc en fait, je me sentais légitime de rien, juste parce que j'étais entouré des gens les plus inspirants qui soient sur ce domaine. Mm. Et qui je suis, moi, pour aller faire un truc. Ouais, tu te compares, quoi. Et bien, bien sûr, je me suis comparé. Et puis là, pour le coup, je me suis comparé à des gens qui, objectivement, sont reconnus comme étant les meilleurs. Mm. Tu vois, c'est dire, est-ce que je suis bon au foot et que toi, tu joues dans l'équipe de ta commune et puis que tout à coup, tu te retrouves à avoir autour de toi l'équipe de France. Après, l'avantage, c'est Bah, que si tu te compares à ces gens-là, forcément, tu te dis, bah, oui, mais il y a et aussi donc, un avantage. ouais, Que ce soit toi, enfin, eux, ils ne peuvent pas être toi et ils peuvent pas forcément dire les choses comme toi tu les dirais. ouais, je connais le conseil. Mais en vrai, pour l'avoir vécu, c'est facile à dire, c'est autre chose à appliquer. Oui, Tu oui. vois? Et du coup, je suis allé les voir. Parce que j'avais la chance de les croiser souvent. Je suis allé les voir un par un et je leur ai expliqué mon problème. Tu vois, pour que celui, par exemple, que j'avais mis le plus haut, et tout le monde l'a mis en haut, celui-là, sur le thème de l'optimisme, c'est-à-dire que tous les conférenciers disant on adorerait être comme lui, euh, m'ont dit, mais regarde, on parle tous de la même chose, on a presque tous les mêmes exemples, les mêmes études, les mêmes trucs, simplement on le raconte chacun à notre sauce. Donc quand tu parles de ça, tu voles rien, juste le raconte pas comme moi, c'est tout. Ah, Ça fait du bien. ah. Voilà, j'ai dit, moi, cette histoire-là, je l'adore, mais je t'ai tellement entendu une fois la faire en conférence que je peux pas. Elle fait, mais elle est pas de moi, cette histoire. Prends-la, fais-en autre chose. Mhm. On se prend la tête, hein. Bah oui, on se prend la tête. Tu pourrais partager, je sais pas, des ressources que tu connais par rapport à tout ce que tu sais et tout ce que tu as pu expérimenter, des livres ou des pratiques, des choses qui pourraient impacter les gens, qui pourraient regarder. Moi, tous les conférenciers qui interviennent, je suis beaucoup sur LinkedIn, je les suis et je regarde le matin, je passe un temps à regarder ce que les gens qui parlent de prise de parole, par exemple, les formateurs en prise de parole, ce qu'ils partagent. C'est-à-dire que je suis un gros consommateur de ce que font les autres sur le domaine, parce que ça m'inspire, parce que ça me nourrit, parce qu'ils vont parler d'un bouquin que j'ai pas lu, parce qu'ils vont parler peut-être d'une figure de style ou d'un élément de rhétorique sur un sujet que je connais, mais avec un angle qui dit, ah, je l'avais pas vu comme ça. Donc en fait, je me nourris beaucoup de ça. Mm. Euh, Quelqu'un m'avait dit un jour dans un autre domaine, si tu veux savoir comment est l'air en haut de la montagne, suis les aigles, pas les poulets. C'est mieux. C'est mieux. J'ai rien contre les poulets, hein, ils ont d'autres avantages. Mais pour savoir comment est l'air en altitude, c'est mieux de demander à l'aigle. C'est sûr. Donc, d'aller dans un domaine qui te plaît, regarde qui fait référence, vas-y, nourris, rentre en contact avec eux, pose-leur des questions. Euh, Ils adorent ça, qu'on leur pose des questions. Quand on prête une expertise ou une légitimité sur un sujet et qu'on vient de te demander un conseil, la plupart des gens sont ravis de te l'offrir. Mm. Et tu vois, c'est un jour dans une soirée, un truc entre potes, il y avait un copain qui nous expliquait comment faire pour faire fortune. Ce qu'il faut faire pour que la boîte, elle marche, elle fait le truc. OK? Et le gars, il est salarié, il est au SMIC. Donc, mais il y en a plein des comme ça qui vont t'expliquer ce qu'il faudrait faire pour gagner de l'argent, investir, ceci. Super, quand tu l'as fait, ça. La question est toi, quand tu le fais, ça te coûte à quoi comme résultat? C'est pas de lui dire. Enfin, il y a un moment, si j'ai envie de savoir comment on fait pour devenir millionnaire, j'irai demander à des gens qui sont devenus millionnaires en partant de rien. Et si un jour je suis millionnaire et que j'ai envie de savoir comment on fait pour devenir milliardaire, eh ben, j'irai trouver les gens qui, en étant millionnaires, sont devenus milliardaires pour voir comment ils ont fait. Mm. Je ne serai pas coach business parce que je ne trouve pas que mon business ou la façon dont je l'ai mené me rende légitime pour donner des conseils aux autres. Sur ce domaine-là, ne serait-ce que parce que s'il y en a un qui me renvoie la question que je fais quel résultat as-tu toi, je vais me dire, ben, vous savez, ça va, ça vient, des fois ça fait du chiffre, des fois ça en fait moins, bah, non. Il y a plein d'autres domaines sur lesquels, par contre, j'ai vécu des expériences et ce que j'ai vécu me donne une légitimité pour en parler. Si un jour mon business, il est à 6 ou 7 chiffres,
Peut-être je parlerai de comment réussir un business. Mais tant que je ne l'ai pas fait, je ne vais pas dire aux autres comment on fait. Mm. Et je suis sûre que ça intéresserait du monde de savoir justement. C'est intéressant de se faire accompagner par quelqu'un qui vit nos difficultés que quelqu'un qui a réussi d'un seul coup, comme ça, enfin, par chance. Je pense pas qu'il y ait de la chance, mais que du coup, celui qui a vécu nos difficultés, comme toi actuellement, si tu as des difficultés à avoir une pérennité financière ou de que sais-je dans le business, c'est grave intéressant pour des personnes qui vivent la même chose, parce que je pense que trois quarts des gens, c'est ça. Ouais, et puis c'est pas, je sais, enfin, je sais aussi que c'est pas l'image que ça renvoie. Mm. C'est-à-dire quand on te voit un peu sur les réseaux, quand on te voit, tu sais, quand on te voit avec des gens qui ont du succès et que tu es sur les photos avec eux dans les événements, dans les machins, ben, automatiquement on t'assimile à eux, hein. C'est un biais cognitif hyper. Donc du coup, on s'imagine que. Alors que peut-être sur ce séminaire-là, tu as dû choisir entre le billet en première dans le train et la nuit d'hôtel, tu vois, parce que Ouais. c'était serré ce mois-ci. Ouais, bah ça me fait penser à un truc justement où j'avais un peu idéalisé une fille que je voyais sur les réseaux qui fait l'école, où je me suis dit, waouh, elle réussit trop bien et tout, je vois ses followers qui montent et tout, truc de fou. Et au final, je la vois sur un coaching avec David en direct, et là, je me dis, ah ouais, en fait, elle est en galère financière et tout. Je me dis, mais ça se voit pas du tout, Ben non. vraiment pas. Best life et tout, tout. Ben ouais. Ben, tu sais, ça me fait penser, je sais pas, je sais plus comment il s'appelait, ce gars-là, tu sais, qui disait, toi, jeune entrepreneur, il y avait une vidéo virale où il était devant une Mercedes et tout, et puis un jour, on voit dans le journal que le mec, il est en train de faire la promotion d'une chaîne de Ponzi et qu'en fait, il est dans la galère et que la Mercedes, c'est celle de maman. Ouais, faut faire attention à ce qu'on voit et ce qu'on croit et ce qu'on interprète de. Euh, des fois, c'est pas forcément vrai. Donc voilà. Mais tu sais, un jour, quelqu'un m'avait dit, en parlant du syndrome de l'imposteur, bon, déjà, si tu as le syndrome de l'imposteur, demande-toi si c'est pas parce que tu n'en es pas déjà vraiment un. Bah oui, Mais déjà, peut-être forme-toi, peut-être j'ai le syndrome de l'imposteur par rapport à ça. C'est quoi ton niveau d'expertise? Tu as combien de temps de pratique? C'est quoi tes compétences là-dessus? Si juste tu as lu 3 bouquins sur le sujet, c'est normal que tu aies le syndrome de l'imposteur, bah oui. Ouais, hein? ouais. Et pour une bonne raison. Pour le moment, tu en es un. Si tu essaies de te faire passer pour un expert alors que tu as juste 3 bouquins sur le sujet. Et il y en a beaucoup. Et il y en a plein. Mais eux, ils n'ont pas le problème du. En général, ceux qui ont pris 3 bouquins et qui font des vidéos YouTube derrière n'ont pas le syndrome de l'imposteur. C'est autre chose qui les rattrape plus tard. Ouais, je vois de quoi tu parles. Si toi, tu pouvais revenir en arrière sur un truc que tu pourrais faire différemment, ça serait quoi? Là, j'ai été tenté de te dire, mais rien, pas rien, parce que c'est ce que j'ai fait qui m'a amené là où je suis. Mais c'est une grosse connerie, c'est pas vrai. Euh, Je te rassure, tout le monde dit ça, hein. ouais, mais non, mais justement, et c'est pas vrai. C'est pas, je sais que dans l'idéal, ça sert à rien de regretter, mais c'est pas parce que dans l'idéal, c'est comme ça qu'on arrive à le faire. Si vraiment j'avais genre la baguette magique qui me ramène à un endroit donné, je pense que je reviendrais à l'époque où j'ai fait ma formation en hypnose, la première formation quand j'ai fait la bascule entre le monde de l'informatique et ici. Et je mettrais une partie de l'argent plutôt que sur plus de compétences sur un vrai accompagnement pour m'aider à développer. Mais de, tu vois là, je viens vers ça maintenant où les programmes que j'achète sont plus des programmes de développement avec des gens, de développement business, mais avec des gens qui vraiment ont de la légitimité. Tu vois, maintenant que j'ai goûté au coaching avec David Laroche dans un domaine, je ne cherche que le David Laroche du domaine. Oui, C'est le cas, la prochaine étape pour la prise de parole avec l'autre David, le Suédois dont je te parlais. Et tiens, bah, sur mon business, là, j'ai fait quelque chose il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui s'appelle, encore un David, David G. David G, c'est la personne qui a amené l'infoprenariat en France dans les années 2005, 2006, 2007. Et la plupart des gens qui ont eu du succès dans ce qu'on appelle l'infoprenariat, donc la vente de produits en ligne, de coaching, de services comme ça, Olivier Roland, si tu le connais, les plus grands, en fait, ils ont commencé en se formant avec lui. Du coup, le programme que j'ai acheté pour développer mon business, c'est le sien. Il a un programme à un niveau qui me permettait de dire, tiens, je vais franchir cette étape-là, et puis avec ça, et j'irai chercher la suite plus tard. Même si mon ambition, c'est pas forcément de faire les, les 100 000 € par mois, ou je sais pas, c'est pas un truc qui me fait rêver, donc je sais pas si j'irai un jour.
vers ton objectif à toi. Voilà. Et aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier? À part ma fille. Bah, déjà ta fille, c'est pas mal. Ouais. Ouais, mais l'éducation. L'éducation en pointillé que j'ai pu lui faire. Parce que du coup, depuis qu'elle a 3 ans et demi, je l'ai vue un week-end sur deux, la moitié des vacances. Donc, on a construit une relation sans se voir au quotidien. Tu vois, maintenant, elle vit, ça fait bientôt 3 ans qu'elle vit à Paris, elle a 22 ans. Elle vit son truc, elle est autonome, elle demande rien, elle sait gérer les trucs. Elle m'appelle finalement quand elle a un problème. Et puis quand elle m'appelle, elle me dit tout de suite, elle commence sa phrase en disant j'ai besoin du papa ou j'ai besoin du coach. Tu Ah, vois, c'est elle marrant. cadre le téléphone d'entrée et tout de suite, je sais que j'ai quelques secondes pour mettre dans la posture de ce qu'elle me demande. Et, euh, et en vrai, très vite, j'ai lâché le fait de vouloir absolument lui donner des conseils, lui expliquer la vie, tout ça. Tu vois, ça a créé même des tensions avec mon ex-femme à ce moment-là, où elle fait une bêtise à l'école, on est convoqué. Je vais pas en mettre une couche de plus. T'as fait une bêtise, c'est quoi la punition? Ben oui. La vie assumer les conséquences de ce que tu fais, la vie sera toujours beaucoup plus sévère que moi. J'ai pas besoin d'en rajouter. Donc, finalement, mon travail de papa, c'est de vérifier que tu peux faire toutes les erreurs que tu as à faire en sécurité, que tu n'es pas en danger. Tu vois? Et parce que tu as menti à l'école, euh, et parce que tu t'es fait toper, que tu as menti sur le fait que tu n'avais pas eu de dessert pour en prendre un deuxième à la cantine, que tu te fais choper et que tu es puni pour ça, bah t'es puni. Et si pendant 15 jours à l'école, tu es privé de dessert pour ça, je vais pas aller dire à la maîtresse qu'est-ce que c'est que cette histoire. Tu vas pas mourir de pas avoir de dessert. Et puis si ça te vexe vraiment, ça va te faire réfléchir à la suite. Donc je laisse. Juste, t'es pas en danger, j'interviens pas. Ouais, Je vais soutenir, je vais dire oui, je comprends que c'est difficile. Et en même temps, ce qui t'arrive, c'est mérité. Donc je suis quand même là. T'as besoin d'un câlin, t'as ton câlin. Quand elle était petite, maintenant c'est moins ça. Encore que comme on se voit pas souvent, si c'est des câlins quand on se voit. Mais tu vois, je vais être en soutien, je vais dire, mais je vais pas lui dire c'est injuste. ouais, ouais. Donc, est-ce qu'elle a acquis de tout ça? Le fait de l'avoir amené dans des séminaires de développement perso quand elle avait 13, 14, 15, 16 ans. Et ce qu'elle en fait maintenant, et quand elle vient me voir et qu'elle parle avec des gens de son âge, avec les croyances qu'ils ont, avec ce qu'ils se disent, elle mesure la chance qu'elle a eue d'avoir eu ce que moi je lui ai apporté d'un côté, et puis autre chose de sa mère de l'autre, mais de se dire c'est juste incroyable. Bah, tu vois, rien que d'en parler, là, elle m'a dit ça il n'y a pas longtemps, j'en aurais presque les larmes aux yeux quand je t'en reparle. Donc c'est quoi ma plus grande fierté? Euh, peut-être ça, C'est pas mal déjà quand même. Tu m'as même fait sûrement penser, ça. tu m'as fait penser à un souvenir avec mon père, quand justement le fait de se faire engueuler pour un truc. Mon père, il est un peu comme toi. Il dit pas, il me dit rien. J'avais perdu mon permis. J'étais en colère contre moi-même comme tout, mais je m'étais mis dans la merde à fond. Et mon père, il a rien dit. J'ai dit, mais en plus, j'avais envie d'aller au McDo. Il m'a dit, bah viens, on va aller au McDo. Parce qu'en fait, j'étais déjà tellement mal que, comme toi, un peu, il a cerné un peu le truc de ça sert à rien. De toute façon, la vie, elle va te faire vivre la punition Et tu as toute besoin. seule. Ça servait à rien d'en rajouter. Du coup, c'est trop marrant. Mais c'est vrai que ça sert à rien de rajouter une couche. On se sent suffisamment mal soi-même quand on fait une connerie. Et puis t'aides à grandir aussi. Je me souviens d'une fois où Justine, je ne sais pas quel âge elle avait, 7 ans, 8 ans, 8, 7 ans peut-être. Elle se verse du jus d'orange, et puis la bouteille était un peu grosse, et elle en verse, genre ça dérape, ça tombe à côté du verre, il y a un demi-litre de jus d'orange sur la table. Et moi, je devais pas être bien luné ce jour-là, et je fais ah, mais Justine, enfin, quoi? Enfin, je m'agace, tu vois, et elle me dit ouais, tu nous dis de faire nos expériences, et puis quand on se trompe, tu nous engueules. Merci chérie, le recadrage. Tu vois, ça m'a arrêté net, et je lui dis t'as raison, t'as raison. J'aurais pas dû te crier dessus. Je devrais t'amener à la cuisine, te faire prendre l'éponge et réparer la bêtise. Ouais. OK? Et d'ailleurs, l'éponge, elle est là-bas, tu vas la chercher et tu nettoies. J'allais Mais dire ça que servait à rien de crier. C'est pas, il est renversé, on ne changera rien. Elle n'a pas fait exprès. Tu vois, c'est juste de. Mais par contre, et ça arrive de faire des erreurs, hein. Il y a une fois où on s'était engueulé, mais fort. Je sais même plus pourquoi. Et je devais faire les courses. Donc je la laisse toute seule à la maison. Je sais pas quel âge elle a, 8 ans, 9 ans.
je la laisse à la maison en disant je vais faire les courses, je reviens. Et en faisant les courses au supermarché, tu arrives près de la caisse, tu sais, et puis tu sais, des fois ils vendent des bouquets de fleurs, là, des bouquets, des œillets, des roses, des machins à 5 euros à côté de là. Et j'en ai pris un et je suis arrivé, j'ai toqué à sa porte, je lui ai offert les fleurs en disant en vrai, euh, ce que tu as fait, c'est pas bien, mais ça méritait pas que je m'énerve si fort. Donc je lui ai tendu les fleurs pour m'excuser de. Et tu vois, j'y ai repensé plus tard et je me suis dit, mais finalement, tu as le droit de te planter, même avec tes gosses. Par contre, l'exemple que tu peux leur donner, c'est quand tu te plantes, tu caches pas le truc sous le tapis. Tu le reconnais, t'assumes, tu répares. Parce que les enfants, les adultes aussi d'ailleurs, écoutent pas du tout les conseils. Par contre, ils suivent très bien les exemples. Ouais. Et ça demande une force énorme de lâcher l'ego quelque part pour faire ce que tu fais. Je ne sais pas si tu vois ce Bah, que... bah, ouais, mais tu le remplaces par de l'amour. C'est qu'est-ce que je peux faire au mieux pour elle? Ah, mais t'as tout dit. Mais c'est ce que je ressens bien, que des fois, bah, justement, c'est pas forcément que les parents veulent pas faire bien avec leurs enfants et qu'ils crient, mais c'est qu'ils se rendent pas, ils veulent pas forcément aller s'excuser parce que pour eux, c'est se rabaisser un peu alors que c'est eux les parents. Et du coup, Mm. là, c'est pas du tout ça. Mais c'est Ben non, difficile mais pour certains. moi j'ai souvent entendu, les seuls parents parfaits sont ceux qui n'ont pas d'enfants. Bon, moi, je suis pas T'es- parent. Tu, Alors, tu peux avoir plein de concepts sur ce que c'est qu'un parent idéal. Le jour où tu as un gosse, il faut 3 jours pour que tout s'écroule. yes. Toi, du coup, pour finir un petit peu, j'ai deux petites dernières questions. Si Mhm. tu aurais un message ou une réflexion que tu souhaiterais laisser aux personnes qui écoutent, ça serait quoi? Ben, ça va peut-être résumer tout ce qu'on s'est raconté depuis un peu plus d'une heure là. Euh, c'est un reportage sur Michael Jordan qui, quand il était petit, rêvait d'avoir le niveau de basket qu'il a eu. Et quand quelque chose lui paraissait insurmontable, ou quand il voyait quelqu'un faire quelque chose qui lui paraissait extraordinaire, et qu'il se demandait s'il était capable de le faire, il se disait, eh ben j'essaye, on verra bien. Donc, par rapport à cette histoire de syndrome de l'imposteur, par rapport à tout ce qui fait peur, ben, essayez, vous verrez bien. Ok, top. Et du coup, pour les personnes qui écoutent le podcast, qui voudraient te suivre, où est-ce qu'ils pourraient bah, te trouver? Le plus simple, c'est LinkedIn. Je m'appelle Fred Claveau et vous tombez très vite sur moi. Un barbu souriant avec un fond rose sur la photo de profil. Donc le plus simple, c'est quand même ça. Je suis pas trop présent sur. J'ai un compte Insta, Facebook, mais ici il passe plus grand-chose. Donc donc ouais, plutôt LinkedIn. Ok, je mettrai tous les liens de toute façon dans la description en bas de la vidéo. Bah, du coup, merci beaucoup pour tous ces partages. C'était très intéressant, Merci à toi de m'avoir invité. avec plaisir. Et à très vite. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que cette conversation avec notre intervenante a inspiré, donné des clés ou même peut-être une petite étincelle pour avancer vers tes propres objectifs. Chez Partage de Coach, on croit profondément au pouvoir de la communauté et de l'entraide pour aller encore plus loin ensemble. Donc, si cet épisode t'a plu, sache que ce n'est qu'un aperçu. En rejoignant notre communauté, vous pourrez participer à des ateliers exclusifs et interactifs chaque semaine, animés par des professionnels incroyables du développement personnel, du business. Ces ateliers vont plus en profondeur pour t'aider à transformer tes ambitions en réalité. Alors, si tu veux continuer l'aventure avec nous, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour nous rejoindre. Partage cette opportunité autour de toi, parce qu'ensemble, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et surtout n'oublie pas, tu as en toi ce qu'il te faut pour briller. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi et continue d'évoluer. À très vite.